jury ce dimanche 24 août 2014. Une femme à l'honneur. La magistrate Dior Falso est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Membre du caucus parité, Dior Falso va se prononcer sur la crise universitaire avec la mort de l'étudiant Bassirou Faye, la tension sociale et politique. Au menu du grand jury également, la magistrature, la parité et bien sûr d'autres sujets. Grand jury 11h10, 12h, Mamoudou Ibra Kane, Dior Falso sur la radio Futur Média. Une voix d'Antoine Diouf que nous remercions sincèrement et doublement pour cette bande-annonce, mais aussi pour avoir présenté votre émission Le Grand Jury pendant ces 2 dernières semaines. Antoine, merci donc. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Dior Falso. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes magistrate. Merci d'accepter notre invitation. C'est la première fois d'ailleurs que vous venez à cette émission Le Grand Jury. Je précise que vous êtes également membre de la commission de révision du code pénal sénégalais mise en place par la société civile sénégalaise, première femme procureure de la République du Sénégal, membre fondateur de l'association des juristes sénégalaises, vous en êtes d'ailleurs la présidente d'honneur, vous avez été avocate générale principale du tribunal pénal international pour le Rwanda pendant 7 ans, vous êtes actuellement consultante à la Cour pénale internationale. Dior Falso, une tension politique et sociale est notée dans le pays, aggravée par la mort par balle d'un étudiant du nom de Bassirou Faye au cours d'affrontements entre la police et les étudiants de l'UCAD réclamant le paiement de leur bourse. Monsieur Bassirou Faye, paix à son âme, doit être inhumé aujourd'hui d'ailleurs. Quelle réflexion vous inspire à cette situation ? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette émission qui est très suivie et personnellement aussi je la suis. Je voudrais aussi prier pour le repos de l'âme de Bassirou Faye et présenter mes sincères condoléances à ses parents et aux étudiants. Je suis vraiment attristée par ce qui se passe actuellement au sein de l'université. Et attristée parce que cela ne reflète pas ce qui se passait avant par rapport, disons, à la crédibilité de cette université-là dans les autres pays. Et il y a une tension qui dure depuis trop longtemps. Je pense qu'il est important qu'à l'heure actuelle, les autorités et les étudiants se retrouvent autour d'une table et puissent, je pense, trouver des solutions définitives. À mon avis, je crois qu'on ne peut pas continuer à laisser l'université dans cette situation où un peu, je dirais, selon mon humble avis, à rafistoler des situations qui perdurent. Et on se rend compte, si on fait une analyse, que depuis des années, au même moment, pendant les mêmes périodes et pour les mêmes raisons, on a ces mêmes événements. Et pourquoi, à votre avis ? À mon avis, toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Écoutez, le problème récurrent qui arrive, c'est le problème du paiement des bourses. Je pense que quand même, quand on a quelquefois la solution la cause de certains problèmes, on peut apporter des solutions, essayer de trouver les solutions les plus adéquates. Il y a un autre problème. Je pense qu'il y a des problèmes aussi bien au niveau des étudiants que du niveau de l'État. Concernant l'État, je pense quand même qu'il y a certaines choses qu'il faut respecter. Ce qu'ils ont en commun, peut-être l'État et les étudiants, c'est la violence. Cette violence-là, maintenant, qui s'est instituée au niveau de l'État, parce que lorsqu'il y a un problème, des grèves, tout de suite, on envoie les forces de l'ordre, qui répriment, et je pense que quand même, qu'ils répriment avec une certaine exagération. Et d'après les étudiants, c'est un policier qui a tiré la balle mortelle. Mais vous savez, c'est d'après les étudiants, mais je pense que c'est pas une première. Moi, j'ai fait partie de la commission chargée d'enquête de la mort de Balaguer. À l'époque, je faisais partie de cette commission, et je pense que... et qui avait conclu écoutez, c'était un peu difficile parce que les éléments, mais effectivement, il avait été tué par balle, et... d'un policier. D'un policier, enfin oui, mais on n'avait pas déterminé quel était donc celui
lui qui avait tiré. Donc le rapport avait été déposé, à l'époque c'était le président Abdou Diouf, et bon, c'est moi-même qui avait... Abdou Diouf, on avait remis le rapport, c'était à l'époque, au président, c'était... Balagaï, c'était... Balagaï, c'est Abdoulaye Wade, pardon. Oui. Au président, donc, Abdoulaye Wade, excusez-moi. Donc, on avait donc fait ce rapport-là, donc c'est pas une première. Ce que je veux dire, c'est pas une première, et il faut quand même tout faire pour que ça cesse, parce que déjà 2 morts, tués un peu dans les mêmes circonstances, je pense que ça reflète quand même une certaine tension qui, si on ne fait pas attention, peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc je pense qu'il faudrait que ça, disons, cette pratique de la violence puisse cesser. Pour refermer juste cette petite parenthèse ouverte concernant Balagaï tué en 2001, il faut dire qu'un policier du nom de Tiendela Ndiaye avait été mis en cause, et que le ministre de l'Intérieur à l'époque, le général Mamadou Niang, devant ce micro, il y a à peu près 1 an, après avoir sorti un livre, a dit que le meurtrier de l'étudiant Balagaï n'était pas un policier. Bon, nous avons... oui. Voilà. Les enquêtes, bon, nous avons fait un rapport qu'on a envoyé. Vous savez, quand vous... lorsque les faits sont loin, parce que entre la période où cela s'est passé et le moment où on nous a mis la commission en place pour donc enquêter sur ces faits, c'était quand même difficile d'avoir tous les éléments probants qui pouvaient être exploités. Mais aujourd'hui, concernant Bassirou Faye, il n'y a pas de commission encore. Mais je pense il y a un expert français qui est là, qui aurait fini son travail, mais pour le moment, il n'y a pas de commission. Je pense que c'est ça le problème. Il y a l'expert balistique qui est là, j'ai suivi. Il y a eu, je pense... un début d'enquête qui a été fait. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut saisir il y a un crime quand même, c'est un meurtre qui a été commis. Donc je pense qu'à ce moment-là, il faut saisir aussi les autorités judiciaires. Oui, le procureur de la République, pour qu'une enquête puisse être faite dans les règles. Le procureur s'est autosaisi pour faire l'enquête. Donc je pense qu'à ce niveau-là, quand même, toutes les dispositions seront prises pour que l'enquête puisse aboutir. Mais justement, est-ce que là aussi la justice sénégalaise, vraiment pour tous ces crimes, sa responsabilité n'est pas vraiment engagée? On a l'impression que c'est toujours des crimes sans criminels qui sont jamais élucidés. En tant que magistrate... Non, moi je pense que une fois que le procureur est saisi, qui fait son enquête, s'il a les éléments qui lui permettent d'ouvrir une information, parce que dans ces cas-là, ce sont quand même des faits qui sont extrêmement graves. Si c'est un meurtre, il faudrait que quand même à ce niveau-là, il ouvre une information, et c'est le juge d'information qui va faire son enquête pour trouver tous les éléments qui lui permettront de situer la responsabilité de l'auteur. Là, on dit que c'est un policier qui a tiré. Il y a je pense, colocataire de Bassirou Faye qui vous dit, si vous m'amenez tous les GMI qui sont en place, moi je pourrais vous dire, voilà la personne qui a tué. Bon, maintenant, il faudrait savoir si tous les éléments, tous les GMI qui étaient présents seront là. Et puis cet étudiant-là, il faut quand même assurer sa sécurité. Sa sécurité, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Donc je pense que c'est vraiment un problème qui est là, qui est complexe, c'est vrai, mais qui mérite qu'on aille jusqu'au bout, parce que quand même il y a eu mort d'homme. Jusqu'au bout peut-être facile à dire, mais sur la base de votre expérience, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une peur d'aller jusqu'au bout dès qu'on parle de police, de gendarmerie, d'armée? Enfin, moi, je ne vois pas pourquoi il y a une peur. On a l'impression qu'on se retient un peu. Dès qu'on parle de nos forces de sécurité et de défense. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je crois que l'important, c'est que le magistrat qui est saisi assume ses responsabilités jusqu'au bout. Le magistrat est indépendant. Il doit assumer, faire son travail jusqu'au bout. Ce qui le guide, ce sont ses textes, et c'est ça, son intime conviction, sa conscience. Il est là, il doit faire son travail jusqu'au bout. Si les gens méritent d'être inculpés, qu'ils les inculpent. Et puis c'est tout. Moi, je pense que vraiment, à ce niveau-là, c'est un problème de responsabilité personnelle, c'est un problème d'assumer les fonctions et la mission qui vous est confiée. Bon, je pense que si le magistrat est conscient de cela, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas jusqu'au bout. Donc vous ne faites pas partie des gens qui pensent que notre magistrature n'est pas indépendante?
vous savez, quand on dit que la magistrature n'est pas indépendante, moi je me dis c'est que la magistrature, c'est une question peut-être de personne. Mais la magistrature, c'est la Constitution qui lui garantit son indépendance. La magistrature est un pouvoir. Vous avez l'exécutif, vous avez le législatif et vous avez le judiciaire, qui sont indépendants les uns des autres. Vous ne pouvez pas, et cette indépendance-là, elle doit s'assumer. On ne décrète pas une indépendance. Le magistrat qui veut assumer son indépendance, il assume. Et vous savez, quelquefois, on dit même, je vais juste plus loin, on dit même que, voilà, les magistrats du parquet sont dépendants du... J'ai toujours été magistrat du parquet. Oui. Je suis parquetière. J'ai commencé première femme procureure de la République du Sénégal. Oui. Voilà. Bon, j'ai commencé par l'instruction et ensuite j'ai été nommé procureur de la République à Saint-Louis. Donc, c'est vrai que nous sommes... moi, je considère que mon chef hiérarchique, en tant que procureur de la République, c'est pas le ministère de la Justice, c'est le procureur général de la Cour d'appel. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tout le monde le conçoit comme ça? Ça, moi, en tout cas, je sais qu'il y en a quand même qui le conçoivent. Bon, maintenant, mais les gens qui ne le conçoivent pas, c'est un problème. Parce que je pense que moi, mon interlocuteur a toujours été le procureur général de la Cour d'appel. Donc il n'y a pas de cordon ombilical à couper. Moi je ne coupe entre le procureur et le ministère de la Justice. Non, moi il m'est arrivé que le ministère me demande de faire des choses, je dis non, je ne fais pas. Parce que je ne peux pas, les textes ne me permettent pas. Sur quel cas, par exemple? Sur des cas, par exemple. Vous vous en souvenez? Non, mais je m'en souviens très bien. Oui. Ben, il y avait un cas de meurtre on m'a demandé si je pouvais disqualifier. J'ai répondu que non, je ne pouvais pas dire. En coup mortel, j'ai dit non, je ne peux pas disqualifier en coup mortel, mais si les faits sont. Si l'information est bien faite, je pourrais requalifier en assassinat. Et c'est plus grave. C'était un problème d'État à l'époque? Enfin, c'était un problème lié à des élections. C'était un meurtre qu'il y avait eu. Et bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Peut-être qu'il m'arrivera d'écrire mes mémoires et que vous pourrez peut-être le lire. Mais j'espère que nous aurons la primeur de ces mémoires. Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de magistrats à l'époque qui assuraient mais pleinement leur indépendance. Quand on leur demandait de faire quelque chose qui ne correspondait pas à leur éthique professionnelle, mais ils ne le faisaient pas. Que ce soit des femmes et des hommes, il y en a beaucoup. Alors je crois qu'il faudrait quand même que ce soit la règle générale et que l'exception, parce que bon, soit vraiment les gens peut-être qui n'assument pas cette indépendance. Et vous savez, je suis quand même... Ces élections, c'était quelle élection? Ah, ça fait longtemps, c'était au temps de... De Senghor, de Diouf? Non, c'était au temps de... Je pense de Senghor. De Senghor. Très bien. On verra ça avec vos mémoires. J'espère que je pourrai les écrire. Je rappelle que nous recevons Dior Falso, magistrate, toujours concernant l'indépendance de la magistrature. Il y a aussi la question de la corruption dont on parle souvent. Est-ce qu'on peut l'occulter? Non, on n'occulte pas une corruption. Vous savez, la corruption, c'est à tous les niveaux. Moi, je me dis que la corruption, c'est un problème social. C'est un problème politique. C'est un problème économique qui est très complexe. Vous savez, une fois j'assistais à une audience et puis un avocat, c'était un problème de corruption, pour donner un exemple, et l'avocat disait faites entrer, accusé, corruption, levez-vous. Tout le monde a regardé, on n'a rien vu. Et il a dit voilà, vous voyez, la corruption c'est quelque chose d'insidieux qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est difficile quelquefois à prouver. Donc, je pense, mais c'est là. On sait que la corruption existe dans nos pays, dans tous les domaines. Hein. Je vous dis, dans tous les niveaux, que ce soit. Ce qui est extrêmement grave, il faut la combattre. Parce que c'est quelque chose qui est un frein au développement. Je ne m'attarderai peut-être pas tellement là-dessus. Peut-être que je développerai plus sur le temps de me perdre. Pour le développement, mais il faut la combattre. Il faut la combattre à tous les niveaux. Au sein de la magistrature. Mais bien sûr, je viens sur ça. Je parle de façon générale et je viendrai au sein de la magistrature. Et d'autant plus, et je pense que c'est d'autant plus important de la combattre au sein de la magistrature. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsque les faits sont prouvés, mais il faut sanctionner. Et la magistrature a déjà sanctionné. Je ne sais pas, vous devez être au courant, il y a déjà eu des cas qui se sont avérés exacts
Et la magistrature, au sein de la magistrature, ils ont sanctionné. Il y a quelques années, une dame. Il y a quelques années, qui a été radiée. Donc je pense que chaque fois qu'il existe des preuves, comme on dit dans notre jargon, précises, concordantes, qu'il y a eu effectivement corruption, mais il faut sanctionner et radier. Mais justement, une question d'actualité, il y a un soupçon de corruption qui pèse sur le magistrat Taïfour Diop, président de la Cour d'appel de Dakar dans le contentieux d'après-élection locale pour le contrôle de la commune de Podor, entre Aïssata Tall Sall et Racine Sy. Oui, bon, là je ne rentrerai pas dans ce débat. Je n'ai pas vu l'arrêt de la Cour. Le ministre de la Justice a ordonné même... oui, tout à fait. Je n'ai pas vu l'arrêt de la Cour, mais je sais quand même que il y a des problèmes qui se posent. Je pense que Aïssata Tall, que j'admire beaucoup, qui est quand même du point de vue de la professionnelle, de la femme, qui représente chez nous les femmes quelque chose, parce qu'elle s'est battue toute seule pour arriver à ce niveau-là. Si elle estime qu'elle a été lésée dans ses droits et qu'elle a porté plainte auprès de la Cour, j'aimerais bien voir quels sont les arguments de la Cour pour pouvoir décider que cette victoire-là n'est pas la sienne. Mais je ne voudrais pas rentrer dans un débat qui est politique, parce que même si je suis à la retraite en tant que magistrate, j'ai toujours ce devoir de réserve que je respecterai jusqu'à la fin, parce que je suis très ancrée encore dans mon corps. Donc je pense que à ce niveau-là, il faut voir quels sont les motifs qui ont été donnés par la Cour d'appel et voir, mais ce qui se passe, c'est que on sait que des juges n'ont pas été d'accord et ont quitté donc la scène. Mais tout ça, ça demande une analyse, et je préfère ne pas, disons, tant que l'arrêt n'est pas sorti, peut-être donner un avis. Fallait-il quand même délibérer avec quand même l'absence de pas moins de 4 juges? Ça, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir répondre à cette question, mais je pense que si Aïssata Tall a donné certains motifs et ses plaintes, c'est que quand même il y a peut-être des raisons valables pour le faire. Mais je ne peux pas, à l'heure actuelle, alors que la procédure n'est pas terminée, donner donc un point de vue purement personnel. Maintenant, l'arrêt, s'il est là, on peut le commenter, parce que je pense que c'est la liberté de tout un citoyen individu de pouvoir le commenter, lorsque c'est constructif et que ça ne jette pas quand même un discrédit total sur les institutions. Et quelles sont les réformes que vous préconisez aujourd'hui par rapport à la question de l'indépendance de la justice, à la question de l'indépendance des magistrats? Mais vous savez, quand on dit quelles sont les réformes, il n'y a pas de réforme à faire pour l'indépendance des magistrats. Il faut que les magistrats assument cette indépendance. Là, je vous ai dit déjà que l'indépendance, elle était déjà garantie par la Constitution. Nous sommes un pouvoir. Vous avez l'exécutif, le législatif, le judiciaire, je le répète. Et le magistrat qui veut assumer son indépendance, il l'assume. Mais quand l'exécutif, juste un exemple, préside le Conseil supérieur de la magistrature, cela vous pose-t-il problème ou pas? Moi, personnellement, j'aurais peut-être préféré qu'effectivement, ce soit peut-être le président de la Cour suprême, comme ça se passe dans d'autres pays, qui préside. Mais je pense que tant que on est en mesure de pouvoir assumer justement cette indépendance-là, tant qu'on est en mesure... Mais vous avez eu des présidents de la Cour suprême qui étaient là, alors que le président... vous avez eu le président Foster, en commençant par Foster, vous avez eu le président Kéba Maï, vous avez eu le président Ousmane Camara, vous avez eu beaucoup de présidents, mais qui, même si le président de la République présidait le Conseil de la magistrature, mais savait taper sur la table et dire l'indépendance de la magistrature. Vous êtes nostalgique de ce passé en regardant ce qui se fait aujourd'hui? C'est-à-dire, j'avoue que, pour être honnête, qu'à un moment donné, j'étais nostalgique de ce passé. Parce que je me disais, je voyais quand même certaines choses qui se passaient et qui ne se seraient pas passées. Je voyais certaines attitudes de magistrats qui se faisaient et qui ne se seraient pas faites dans le passé. Je voyais certaines déclarations qui se faisaient, qui se font et qui ne seraient pas faites dans le passé. Mais j'avoue que cette nostalgie a été quand même tempérée il y a quelque temps par l'attitude du nouveau président de l'UMS, le jeune l'Union des magistrats du Sénégal, présidé par Abdelaziz Seck. Franchement, j'ai vu qu'il avait eu des positions très courageuses par rapport à l'indépendance de la magistrature.
Il a dit un peu ce que je disais là, ce que je viens de dire. Il a eu une position très courageuse par rapport au problème de la corruption. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et ça m'a donné, moi, vraiment des motifs de reprendre, disons, un peu de recroire un peu en ces jeunes, parce que je pense que c'est les jeunes, c'est l'avenir. Et puis la magistrature, elle sera importante et les gens y croiront par rapport aux faits et au travail que les magistrats vont faire. Et je pense qu'il est extrêmement important que les jeunes aient conscience de cela. Dior Falso, qu'avez-vous envie de dire justement à vos collègues magistrats au moment où se tient le premier procès sur les biens d'Imalaki depuis la réactivation de la CREI, avec à la barre l'ancien ministre d'État Karim Wade et ses présumés complices? Écoutez, moi, le message que je veux dire aux magistrats et que je peux leur dire tout simplement, c'est qu'ils fassent leur travail en leur âme et conscience, selon les principes qui régissent la magistrature, à savoir en toute indépendance. Et j'insiste encore avec ce problème d'indépendance, en se basant sur les textes qui les régissent et surtout en tenant compte aussi des droits des accusés. Parce que ce sont des principes fondamentaux sur lesquels on ne peut pas tergiverser. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On doit faire son travail selon son intime conviction, en toute indépendance et en ayant en tête les textes qui nous régissent. Je pense que, et être juste, il faut que les procès soient des procès équitables, qui tiennent compte aussi bien des victimes, et d'autre part des droits qui sont reconnus aux accusés. Juger en âme et conscience, même si par ailleurs la défense justement dit que ce procès est politique, c'est ce que Karim Wade dit, il se définit comme étant un prisonnier politique. Vous savez, à la guerre comme à la guerre, chacun a ses arguments, chacun défend son point de vue. Le juge est là, les magistrats sont là pour écouter, pour analyser et ensuite pour, en leur âme et conscience, rendre la décision selon les critères que je vous ai dit. Avocate générale, mais surtout avant cela, procureur de la République, vous avez été maître des poursuites, comme on dit. Quand vous regardez cette procédure dite des biens mal acquis, en êtes-vous satisfaite? Vous savez, là, je ne vais pas donner... le procès est en cours. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines... je vais donner mon point de vue pour dire tout simplement qu'il y a des présomptions très lourdes qui pèsent sur des individus. Je pense qu'il appartient de tout mettre en œuvre. Que lorsque vous accusez quelqu'un, il est bon que effectivement les faits sur lesquels ils sont accusés soient effectivement établis par des faits irréfutables, des preuves. Je pense que dès l'instant où cela existe, le juge doit aller jusqu'au bout et entrer en condamnation. Sauf que cette procédure, elle est assez particulière. C'est l'accusé qui rapporte la preuve de son innocence avec la Cour de répression de l'enrichissement. Oui, mais je sais, c'est... Bon, vous êtes heurté par ça ou non? Vous savez, il y a des principes de droit, mais dans cette affaire-là, je préfère que peut-être c'est une affaire qui est en cours. Je ne voudrais pas donner une opinion qui pourrait mettre mal à l'aise un certain compte. Donc, je préfère dans ce domaine-là. Il y a des problèmes qui se posent à ce niveau-là, mais je pense que les magistrats qui sont, je pense, conscients des responsabilités qui pèsent sur eux, feront le travail comme il se doit. Quand le Conseil constitutionnel dit que la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'est pas anticonstitutionnelle, vous la suivez? C'est ce que semble dire aussi la Cour. C'est une décision de justice. Une décision de justice. Mais la puriste que vous êtes n'est pas peut-être une partisane de la CREI? Oui. Bon, passons. Le grand jury reçoit avec plaisir Dior Falso, magistrate à la retraite. Parlons maintenant du code pénal qui revient un peu à l'actualité, notamment par le biais de l'article 80 brandi contre Samuel Sarr, mais aussi
l'article 254 du Code pénal. On a entendu tout à l'heure dans l'émission Remue Ménage les invités d'Alassane Samba Diop en parler par rapport au délit d'offense au chef de l'État. Mais avant d'entrer dans les détails, justement, vous êtes membre d'une commission au niveau de la société civile de révision du Code pénal sénégalais. Qu'est-ce qu'il y a à réviser dans ce code? Oui, c'est-à-dire quand on parle c'est une commission avec l'AGS, parce que vous savez, quand on a... C'est justement pour donner un point de vue sur certains textes de loi pour voir quelles sont les propositions qu'on peut apporter. Hein. On ne révise pas, c'est juste des informations qu'on donne pour aider un peu à améliorer le code de procédure. C'est-à-dire il y a quand même des articles qu'il faut peut-être revoir parce que, comme je vous le dis, le Sénégal a ratifié sans réserve de nombreuses conventions internationales. Et il faudrait peut-être qu'on puisse retrouver dans le code de procédure aussi bien le code de procédure pénale que le code pénal les dispositions disons supranationales de ces conventions internationales. Alors c'est ça qu'on essaie un peu d'améliorer, mais c'est tout. Et ce sont des propositions qu'on fait et qu'on discutera peut-être avec l'Assemblée. L'article 80 maintenant dont tout le monde parle, à un moment donné certains ont même préconisé sa suppression pure et simple. Le président Wade, au lendemain même de l'incarcération de nos confrères Madiambal Diagne, avait dit qu'il était disposé tout simplement à l'abrogation de l'article 80 du Code pénal. Et qu'est-ce que vous en dites, vous? Vous savez, quand vous lisez l'article 80 du Code du Code pénal, on vous dit que c'est des manœuvres tendant à compromettre. Oui, si vous permettez, je vais vous lire l'article 80. Qui permet les autres manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves et enfreindre les lois du pays seront punis d'un emprisonnement de 3 ans au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour. Voilà, donc moi personnellement je trouve que c'est une loi qui est quand même grave. Bon, on vous parle de manœuvre, on a collé ça à l'offense au chef de l'État. Je pense que personnellement, moi je l'abrogerai. Beaucoup de pays l'ont fait. C'est un point de vue personnel que je donne, parce que je crois que lorsque vous vous référez à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui vous dit que la liberté d'expression est l'un des droits, en son article 19, est l'un des droits fondamentaux des droits de l'homme, que la personne ne peut pas être inquiétée pour ses opinions, pour les déclarations qu'elle fait de toute espèce. Quand on revient au texte, je pense qu'on voit ça, de toute espèce, et quelle que soit la manière dont elle le fait, que ce soit par écrit, que ce soit oralement. Quand vous allez plus loin et que vous référez au pacte relatif aux droits civils et politiques, qui reprend un peu la formulation de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en y apportant quand même une précision. Et cette précision, je pense, et je suis d'accord avec elle, elle est restrictive. Elle apporte une restriction, parce que tous les droits, effectivement, ont quand même une limite. Le droit à la liberté d'expression, et c'est ce que le pacte civil, je pense, mentionne, a une restriction lorsque elle met en cause la réputation d'autrui, ça peut être très grave, ou alors lorsque elle, je pense, comme on l'a dit dans l'article 80, elle peut être une atteinte à la sécurité publique. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a, et à ce niveau seulement, il peut y avoir une restriction. Alors moi, si j'abroge, en abrogeant je pense que ça s'est fait dans d'autres pays, en abrogeant donc cet article 80, on peut le remplacer par un autre article qui garantirait peut-être
ce respect de la réputation d'autrui et de la sécurité, en mettant par exemple en cas d'insulte ou de diffamation, on pourrait, je pense que là on peut réfléchir à une formulation comme ça, mais tel qu'il est libellé là et tel, je pense que quand même c'est un peu trop. Concernant le délit d'atteinte d'offense au chef de l'État, pour lequel aujourd'hui Samuel Sarr est placé sous mandat de dépôt après avoir parlé de la fortune du président de la République actuelle, Macky Sall. Qu'est-ce que vous en dites, ce délit d'atteinte au chef de l'État? Écoutez, moi je pense que c'est, par rapport à la peine qu'il a, je pense que c'est trop. Je pense que pour moi, je pense que aller jusque-là pour ça, c'est trop. Et surtout que le procureur s'autosaisit sur la question. Non, moi oui. Je pense que, enfin, c'est un avis personnel que je donne. Hein. Bon, maintenant, je n'ai pas tous les données, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est trop et c'est une violation un peu de la liberté d'expression, comme je l'entends, moi. Nous allons passer maintenant à Dior Fall Sow, si vous permettez, de manière globale aux réformes préconisées par la Commission nationale justement de réforme des institutions présidée par Amadou Mahtar Mbow, dont le rapport a été déposé entre les mains du président de la République. L'idée d'un référendum semble être retenue par le chef de l'État. Vous pensez qu'il faut aller vers un référendum pour changer de constitution ou changer la constitution? Oui. Bon, écoutez, moi je pense que vous parlez, il y a un point précis, ce que vous voulez peut-être soulever, non? Oui, le référendum, la question du référendum, l'option du référendum. Faut-il encore aller à un référendum comme on l'avait fait en 2001? Non. Enfin, moi c'est un point de vue. Hein. Je préfère donner ce point de vue-là qui m'est simplement personnel en disant non. La loi sur la parité, vous êtes une militante engagée de la cause féminine. Cette loi a été votée en 2010, mise en application à travers justement les élections législatives de 2012 et ces dernières élections locales. Quel bilan, quelle évaluation feriez-vous de cette loi sur la parité absolue homme-femme? Écoutez, pour dire franchement, moi c'est un problème quand vous l'évoquez, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, la loi a été adoptée le 28 mai 2010. Il y a eu un décret d'application qui a été pris, je pense que c'est le 11 juin 2011, 11 juin 2011. Et donc, c'est une loi de la République qui est là, qui n'est pas abrogée, qui n'est pas amendée, donc il faut l'appliquer. Et qui est claire. La loi et son décret d'application, notamment en son article 2, est très clair. Donc je ne vois pas pourquoi, de façon aussi délibérée, on a violé cette loi-là sur la parité. Ou alors, on est un état de droit et on applique les lois de la République, ou alors, il y a un problème. Alors, je pense qu'il est quand même important qu'on applique cette loi-là. Qu'est-ce qui pose le problème? Mais qu'on n'applique pas la loi. Au niveau d'abord, oui. Il y a eu ce problème de la liste qui n'était pas paritaire, de tout bas, qu'on aurait dû invalider. Purement et simplement. Hein, je pense que la Sénat a commencé une action dans ce sens-là. Les associations de la société civile ont réagi. Même l'Observatoire national de la parité a aussi réagi, mais ça n'a pas empêché qu'on est allé au-delà et qu'on n'a pas appliqué et qu'on a validé cette liste. Donc ça, c'est déjà un problème. On a pensé que bon, le coup était parti, malgré, on a dit, on va voir avec les locales. Et c'est extrêmement important pour les locales. Parce que vous savez, le problème des femmes, c'est de pouvoir accéder aux instances de décision. Et là, c'est un moyen pour elles, quand même, surtout au niveau des femmes rurales, de pouvoir le faire. On était parti avec plein d'espoir que, quand même,
on n'irait pas jusqu'à faire ce qui a été fait. Mais malheureusement, ça a été une déception mais immense pour les femmes de voir que au niveau des bureaux municipaux et départementaux, la parité n'a pas été respectée. Il y a eu donc des recours qui ont été faits. On a vu que le premier recours qui a été vidé, c'était à Kaolack. L'arrêt qui a été rendu, le premier arrêt qui a été rendu, c'était à Kaolack, qui a rejeté la requête qui donc demandait l'annulation parce que le bureau n'était pas paritaire. J'avoue que nous n'avons pas... Vous savez, moi, c'est une déformation professionnelle peut-être, mais tant que je n'ai pas vu l'arrêt, des motifs, je ne peux pas commenter, parce qu'il faut quand même voir quelles ont été les motivations du juge pour rejeter. Mais il y a quand même eu une autre décision. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. La Cour d'appel de Dakar a rendu sa décision et elle a annulé donc les bureaux de vote qui n'étaient pas paritaires. Vraiment, et je rends hommage à cette décision-là et au magistrat qui l'a pris, parce que je pense qu'il a fait une application juste de la loi. Là aussi, je ne commande pas trop, parce que je n'ai pas vu encore l'arrêt, mais je pense que en tant que magistrat, si on se rend compte du texte de la loi, de l'esprit de la loi sur la parité, je pense qu'il n'y a pas débat en la matière. Ce qui voudrait dire qu'on devait annuler tous ces bureaux municipaux à l'échelle du pays qui n'ont pas respecté la parité. Oui, tout à fait. Moi, je pense que tout à fait. Bon, si on doit aller jusque-là, on doit le faire. Hein. Mais je crois qu'il est intéressant aussi d'avoir la décision de l'arrêt de Dakar pour pouvoir comparer les deux arrêts. Je pense que la Cour suprême pourra être saisie et peut-être... Elle sera saisie, vous allez le faire, la Cour suprême. Ah non, mais pour ça, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Hein. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on puisse respecter. Et vous savez, en plus, tout ce problème de la parité, là, la loi a été prise, mais elles sont dans les conventions internationales, dans le protocole de tout est là. Dans le protocole de Maputo. Alors, ces conventions, ces instruments internationaux qui ont été ratifiés sans réserve. Et moi, j'insiste sur le sans réserve de l'État. Parce qu'il faut les appliquer maintenant. Hein? J'insiste beaucoup sur le sans réserve. Vous avez des pays qui ont ratifié avec réserve. Mais nous, notre pays, il a tout ratifié sans réserve. Et ces conventions ont une valeur supérieure à celle des lois nationales. Article 98 de notre Constitution, préambule de la Constitution, le Sénégal adhère à toutes les conventions internationales. Mais le sentiment que cela donne, c'est que l'État sénégalais vote des lois ou fait voter des lois, pour donner l'exemple de la parité, mais qu'il ne respecte pas. On n'applique pas. Moi, je pense que, vous savez, moi, je crois que dans toute chose, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Mais nous savons, nous, les femmes et les organisations féminines, et même les hommes, parce que, vous savez, ce problème je pense que c'est pas un problème de femmes seulement. Et il faudrait quand même qu'on puisse, je profite de cette occasion pour lancer et pour faire un appel, pour dire que ces problèmes, c'est pas des problèmes uniquement de femmes. Hein, c'est des problèmes même de développement. Vous ne pouvez pas écarter de la participation au développement de notre pays une population qui fait pratiquement 52% de la population. Je l'écrivais dans un article en me disant que c'est un problème de démocratie, de mise en place de la démocratie. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie stable. Hein, si vous avez, c'est l'exemple que je donnais, les piliers, le socle sur lequel repose la démocratie, c'est les deux piliers. Les deux piliers, c'est quoi? Vous avez les hommes et les femmes. Si vous avez un pilier qui est comme ça, vous avez une démocratie qui n'est pas stable. Je disais même qu'elle était bancale, moi. Hein? Donc, oui. En tout cas, dans le décret d'application signé en 2011 par l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, il est précisé que sont chargés de son application le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre des collectivités locales, celui chargé des relations avec les institutions. Est-ce que vous voyez ces ministres-là bouger? Non. Ou est-ce que vous les avez approchés? Non, on ne les voit pas, mais ils ont été tous contactés. Vous savez, moi, je ne veux pas... mais quand vous voyez... là, je parle en tant que femme militante des droits des femmes. Hein, quand vous voyez le ministre de l'Intérieur faire des déclarations pour dire que la parité ne peut pas être appliquée, moi, je pense que c'est grave. On l'a lu dans des journaux. On l'a vu.
Ça n'a pas été démenti. Des ministres se sont prononcés en disant qu'on ne pouvait pas appliquer la parité, par exemple, que la liste du Bara, plus exactement, que la liste de Touba ne serait pas invalidée, et que ça va se passer. Donc je pense quand même qu'il y a des déclarations qui sont quand même très graves. Quand on est responsable, quand on vous confie certaines missions, je pense qu'il faut faire quand même très attention. Très bien. Nous allons aborder maintenant les questions de justice internationale. Je rappelle que l'émission Le Grand Jury de la RFM reçoit Madame Dior-Fall Sow, magistrate à la retraite. Vous avez été pendant 7 ans avocate générale principale du TPI pour le Rwanda et est actuellement consultante à la Cour pénale internationale. Justement, quel regard jetez-vous sur cette justice internationale à l'heure de la compétence universelle? Oui, moi je pense que c'est une excellente chose, la justice internationale. Je pense que, vous savez, dès l'instant où, à un certain niveau, on peut lutter contre l'impunité, je pense que c'est extrêmement important. Vous savez, quand on voit, et c'est dans les problèmes qu'il y a eu, je ne vais pas revenir aux tribunaux de Nuremberg, je vais me contenter seulement de commencer par rapport aux tribunaux ad hoc, aux premiers tribunaux ad hoc qui ont été créés, à savoir le tribunal pénal pour l'ancienne Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda, où j'ai fait 7 ans en tant qu'avocat général principal. En fait, l'avocat général principal, on l'appelle comme ça, mais c'est le procureur. Il a le rôle de procureur au niveau du bureau du procureur. Et donc, la CPI qui est plus récente, et je pense que et tous ces tribunaux ont apporté quelque chose, et je pense que l'innovation essentielle, c'était de pouvoir, parce que vous avez des gens qui commettaient à un niveau assez élevé, qui commettaient des exactions et qui restaient impunis. Et c'est ça qui est combattu par les différents tribunaux internationaux, que ce soit, et pour lutter certains crimes, contre des crimes qui sont vraiment odieux, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes, le génocide rwandais, il est là, tout le monde a suivi, tout le monde a vu comment c'était fait, et c'est vraiment, je pense que dans cette lutte-là contre l'impunité, c'est une excellente chose. La CPI fait quand même débat, Madame Sow. Les gens ont l'impression qu'elle n'est là que pour juger des chefs d'État africains, et quand on regarde des cas concrets, Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, Charles Taylor du Libéria, ou encore Jean-Pierre Bemba de la République démocratique du Congo, est-ce que cela n'accrédite pas justement cette thèse consistant à dire qu'elle n'est là, cette CPI, que pour les chefs d'État africains? Écoutez, moi je pense que j'ai eu à en débattre pendant très longtemps avec votre télé, c'est Pape Alassane Samba Diop qui m'avait invité, et pendant 1 heure, je pense, à peu près, on avait parlé de ce problème-là. Vous savez, moi je pense que c'est peut-être même à la limite un faux débat. Vous ne pouvez pas être, comme je l'ai dit, parti au statut de Rome. Les chefs d'État africains sont le groupe le plus important de ces membres du statut de Rome. Il y a 34 à peu près pays africains. Ils ont ratifié ce statut. Au niveau du statut de Rome, on vous dit, à l'article 27, ce qu'on appelle non-opposabilité des fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même, c'est écrit noir sur blanc, que même le président, les chefs d'État, en exercice, quel que soit, sont passibles de poursuite devant la CPI. On l'a vu avec le président soudanais Omar el-Béchir. Exactement. Et que cette fonction de chef d'État n'est pas opposable. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut se dire quand même, bon, il y a d'autres pays, mais les enquêtes sont en cours. Mais les enquêtes qui ont été priorisées, c'est là où on avait tout de suite les éléments
permettant des preuves. Vous savez, on ne poursuit pas les choses quand on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves, mais quand des soupçons sur des... je donne l'exemple, est-ce qu'un George Bush aux États-Unis ou un Ariel Sharon qui est décédé il y a longtemps devrait être laissé libre sans être entendu? Mais bon, de toute façon, il faut aussi, parce qu'il y a des cas de saisine du statut de Rome. Bon, ils avaient signé. George Bush avait signé le statut de Rome. Après, ils sont sortis. Vous savez, bon, alors il faut quand même être membre de ce statut de Rome. Il y a plusieurs problèmes qui sont là. Ensuite, quand vous voyez sur les 8 situations de la Cour pénale internationale, il y en a 4 qui ont été... La Cour a été saisie par 4 pays, faisant partie de ces 8 situations-là. Les 2 autres, c'est le Conseil de sécurité pays africains. Je parle que des pays africains qui les ont saisis. Et les 2 autres, c'est comment ça s'appelle, la CPI elle-même, le procureur, qui s'est autosaisie pour faire les enquêtes. Et avant de le faire, elle a demandé, parce qu'elle est contrôlée par la Cour, elle a demandé à la Cour si elle pouvait mener des enquêtes parce qu'elle avait les éléments. Donc, je pense que ces 4 pays qui ont demandé, parce qu'elles ont reconnu la compétence de la Cour pénale internationale, et elles ont demandé à être, donc la Cour se saisisse de cette affaire. Et pourquoi elles ont demandé? Vous savez, la Cour aurait pu dire non. Elle aurait pu dire non si déclarer la demande de saisine, si il y avait eu des actions qui avaient été menées au sein des pays, parce que c'est le problème de la complémentarité. Vous dites que c'est les juridictions nationales qui sont privilégiées et qui doivent mener des enquêtes. Si elles ne sont pas en mesure de le faire, c'est à ce moment-là que la Cour pénale internationale intervient. Comment expliquez-vous alors, si vous permettez, l'exception Hissène Habré? Comment exception? Il sera jugé par des juridictions chambres africaines ici au Sénégal. Oui, mais non par la Cour pénale internationale, par exemple. Mais vous savez, Hissène Habré, c'est un autre problème. Hissène Habré, ce dossier date de fort longtemps. C'est une enquête qui avait été menée, d'ailleurs, je pense, à l'époque en Belgique. On avait demandé, parce que, encore une fois, aux tribunes au Sénégal, à un moment donné, quand il résidait ici, de pouvoir... Rappel pour rappel, la justice sénégalaise qui se juge incompétente, après on change la constitution pour déclarer la justice sénégalaise compétente. Non mais vous savez, il y a quand même un cas Hissène Habré, non? Oui, il y a un cas Hissène Habré et puis il est là actuellement, bon, il est jugé. Je pense que l'essentiel c'est qu'on puisse espérer que ce procès-là ira jusqu'au bout. Donc à ce niveau-là, je pense. Mais pour en revenir à la Cour pénale internationale, je pense que il n'y a pas de, disons, de focalisation systématique sur les États africains. Il y a des enquêtes qui sont en cours concernant la Géorgie, concernant l'Afghanistan, et je pense que lorsque tous les éléments seront recueillis, parce qu'on fait des enquêtes, on voit quelles sont les possibilités. Vous savez, quelquefois, quand vous n'avez pas les éléments, qu'on ne pouvait pas les mener. Et il faut se dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, vous savez, il y a eu des cas où c'était au niveau d'autres pays, la Yougoslavie, mais à l'heure actuelle, si vous voyez... La Roumanie, tout ça, c'est en vue, je pense même la Guinée, il y a des enquêtes qui sont faites mais qui ne sont pas terminées, il y a des choses qui se sont passées en Guinée. Mais il faut quand même, à ce niveau-là, qu'on puisse avoir les éléments qui permettent au procureur de se manifester. Et quand vous faites une analyse, mais à l'heure actuelle, dans quel pays toutes ces exactions, tous ces crimes, tous ces trucs qui vraiment sont patents, sont là, se passent? Justement, on a parlé du Sénégal un peu à l'épisode un peu des élections violentes de 2012, la présidentielle. Et au moment, les gens ont parlé même de la Cour pénale internationale. Est-ce que la CPI aurait pu vraiment sérieusement être saisie de ça? Non, mais écoutez, il faut... Mais vous savez, le statut de Rome vous dit pourquoi la CPI peut être poursuivie. Est-ce qu'il y a eu un génocide au Sénégal? Cela relevait donc de la manipulation. Est-ce qu'il y a eu un crime contre l'humanité au Sénégal? Est-ce qu'il y a eu des crimes de guerre au Sénégal? Mais vous savez... Cela relevait de la manipulation politique. Ouais, écoutez. Très bien. Alors,
la Cour pénale internationale, vous le savez, vous êtes consultante de cette CPI. Le Sénégal pose sa candidature pour la présidence à travers son ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Quelle chance pour notre pays d'occuper la présidence de la CPI? Vous savez, il y a une chance comme les autres pays qui se présentent, parce que je sais qu'il y a 2 autres pays. Hein. J'ai vu qu'il y avait 2 autres pays qui voulaient se présenter à ce niveau-là. Bon, écoutez, vous savez, c'est un problème à ce niveau-là, c'est un problème de lobbying. Hein. Il y a beaucoup de choses vous devez être au courant, non? Pardon, non, lobbying. Non, honnêtement, j'avoue que, franchement, hein, bon, je vous l'aurais dit, hein, si j'avais... Mais je sais pas. On aurait dû vous utiliser, non? Mais les gens ne m'utilisent pas, je ne me fais pas utiliser comme ça. Hein. Vous savez, on aurait dû vous utiliser. Non, mais comment utiliser? Vous savez, moi, je travaille, j'ai mon travail, j'ai mes compétences, j'ai mon domaine d'intervention, donc je pense que je m'en limite à ça, et puis c'est tout. Mais je n'ai pas vraiment de renseignements sur ça. Je sais que le Sénégal se présente, je sais qu'il y a d'autres pays qui se présentent, je sais que le Sénégal, c'est le président qui a demandé, qui a donné son nom, donc qui le soutient. Je crois qu'il y a le lobbying qui va se faire. Votre profil, Sidiki Kaba? Oui, pourquoi pas. Est-ce que la contrainte ne serait pas qu'il quitte justement sa fonction de ministre de la Justice, ou bien les deux ne sont pas incompatibles? Ah non, si le président de la CPI, il faudra qu'il quitte. Enfin, à mon avis, hein, je pense pas qu'il... Parce que c'est une fonction quand même qui est permanente à ce niveau-là, le présidence. Oui. Quels en sont les avantages? Ah non, ça je sais pas, franchement. La prise de la CPI. Non, je sais pas, je peux pas vous dire, non. Dernière question, Madame Dior Falso, et elle concerne quand même la fièvre Ebola. On en parle beaucoup dans notre sous-région ouest africaine. Le Sénégal vient de fermer ses frontières avec la Guinée, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette maladie qui fait des ravages, surtout dans notre sous-région? Non, mais c'est très grave. Hein. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, quand je vois la fièvre Ebola n'a pas été évoquée cette année seulement. Je crois qu'il y a des années hein, où on parlait de cette fièvre Ebola. Chaque fois, pour moi, je me dis, bon, voilà quelque chose aussi que peut-être on n'appréhende pas trop. Je me suis penchée un peu sur ça ces derniers temps quand j'ai vu que ça... Mais c'est vrai que c'est extrêmement grave. Hein, je pense que c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Bon, ce qui est un peu rassurant, c'est que j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait 2 personnes qui avaient été guéries hein, par ça. Bon, maintenant, ce qu'ils vont partager, alors qu'on dit que c'est expérimental, peut-être. Mais je pense qu'il faut quand même prendre les mesures nécessaires. Vous savez, il faut savoir préserver son pays. J'ai vu qu'à l'heure actuelle, on avait fermé les frontières. Je pense qu'on aurait peut-être dû le faire peut-être un peu plus tôt. Et je crois que plusieurs choses. Le Sénégal doit prendre des mesures pour que, franchement, tout ce qui peut être danger, que ce soit au niveau des menaces transfrontalières, que ce soit au niveau justement des maladies qui peuvent intervenir, qu'on prenne les mesures adéquates. Parce que c'est des problèmes de sécurité des populations, c'est des problèmes de santé. Alors, je crois que là, ça a été une bonne chose, que ça ait pu se faire, et j'espère quand même que nous mettrons beaucoup plus de moyens pour assurer la sécurité physique, morale de nos populations. Merci. Nous avions le plaisir de recevoir Madame Dior Falso, magistrate à la retraite, première femme procureure de la République du Sénégal, avocate générale principale du TPI pour le Rwanda durant 7 ans. Vous êtes actuellement consultante à la Cour pénale internationale. Merci d'être venue à l'émission Le Grand Jury, présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibrakan. À la technique, Abdoulaye Diop. Dans un instant, le journal de midi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Je vous remercie beaucoup.